Non, je vous laisse débattre, mais pas trop long. Ouais, mais je vais synthétiser comme ça, par exemple. Je vais monter le micro. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc et vous venez d'écouter, avec mon accent magnifique, Stabbing the Drama de Soilwork. Après autant d'énergie, vous devez être prêts pour un peu de folie. Je vais donc laisser le micro à Eptissem pour la chronique Pourquoi. Mais pourquoi ? 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 Pourquoi pas ? Alors pour faire simple, il y avait déjà beaucoup de bruit avant qu'elle démarre sa chronique puisque nous parlions chiffon, vêtements. C'est exactement ça. Alors la question à laquelle j'aimerais répondre, bien sûr, vous inquiétez pas avec des petits apports scientifiques, c'est après les soldes, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez probablement acheté des vêtements que vous ne porterez peut-être pas, ou alors très peu pour Arthur. Dites-moi. Moi, j'ai rien acheté pour une fois. Ah, ok. C'est la crise financière. Ok. Donc c'est cher même pendant les soldes, quoi. En fait, c'est cher quand t'as rien. Tu peux quand même pas acheter, même si c'est moins cher. Oui. Oui. C'est On l'a une pas acheté logique pendant les imparable. soldes. Moi j'ai des sous, mais j'ai rien acheté. J'ai rien acheté pendant les soldes et j'achète jamais de vêtements quand je sais que je vais jamais le porter. Ok. Tu peux m'en acheter alors. Moi, ça m'arrive d'acheter des choses que je porte pas parce que je les aime pas, parce que finalement, en fait, on doit en avoir trop et que dans l'ordre hiérarchique, au moment où il faut choisir ses vêtements, c'est pas forcément en haut de la pile. Et donc, on peut ne jamais les mettre alors qu'on les aime bien. Alors, il y a quand même 2 pulls qu'il aime beaucoup, je pense. Ce sont ces pulls à capuche, bordeaux, gris, étroit et bleu. Ok, elle les connaît, Barbara. Sympa. Ouais, les filles ? Moi, pas trop, franchement. C'est pas peut-être je vais acheter un vêtement par an que je mettrai peu. Ok. Mais si je vous dis que je vous donne une carte bleue, sans plafond, sans limitation, et pour rester réaliste quand même, je vous dis vous avez le centre commercial Jaude à Clermont-Ferrand pour vous tout seul. N'iriez-vous pas acheter des vêtements sur un coup de tête, sans forcément qu'il y ait derrière un besoin ? Ah bah si, mais c'est juste le besoin d'acheter un truc, c'est pas forcément le besoin de le mettre. Le besoin de se faire plaisir, un peu de légèreté, en achetant des choses qui sont pas forcément très très utiles. Ouais, puis il y a une autre raison. C'est vrai que moi, des fois, j'achète des vêtements, je les mets pas tout de suite parce que je les achète pour une occasion, puis en fait, j'ai grossi et je peux plus le mettre. Voilà, donc on va en parler dans le pitch que je vous ai préparé aujourd'hui. Donc faire chauffer la carte bleue sur un coup de tête, ok. Mais pour un achat qui ne restera pas au fond d'un placard, une chaîne IFI, un VTT en carbone, ou même un beau vêtement, un costume ou un imperméable, qui finira par s'user à force de l'avoir mis sur le dos. Bref, beaucoup de femmes sont aussi très raisonnables, contrairement aux clichés que l'on pourrait avoir en tête. Mais un blouson hors de prix qui prend la poussière, à quoi ça sert ? Non. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le shopping débridé et la boulimie vestimentaire ? Entre la penderie raisonnée et l'anorexie vestimentaire ? Je pense que c'est le plaisir et la légèreté. Déjà, il y a un pas entre le bonheur de s'offrir une petite veste à carreaux et le besoin de l'acheter. Si l'achat est systématiquement gâché par la culpabilité, j'ai dit systématiquement, on frôle alors ce que l'on appelle la pathologie du vide. Je ne suis pas psy, ne vous inquiétez pas, mais on se doute que l'achat à souffrance et le surinvestissement de la penderie cacheraient en fait un problème d'estime de soi. Difficile aussi de chiffrer la sous-consommation. On peut être heureuse avec une unique paire de boots, on se moque de s'en offrir d'autres. Ou malheureuse parce qu'on est incapable d'acheter pour soi. Le principal, en fait, ce serait de se sentir en accord avec sa penderie, qu'elle soit hypertrophiée ou atrophiée. De toute façon, le « j'ai rien à mettre » finira toujours par tomber. Mais ça, c'est une autre histoire. Le marketing participe beaucoup à nous faire acheter. Faire en sorte que des choses banalisées peuvent être des éléments identitaires. Les médias aussi. La variable prix. Face à une remise, même imaginaire, le frein portefeuille est minimisé. Merci les soldes et les promotions de tout genre. Et ça, c'était la chronique Mathémagie de notre ami Arthur.
L'environnement aussi et les facteurs situationnels visant à séduire le client. Et quand on achète, on note 2 principales caractéristiques. Soit on a planifié l'achat, tant mieux, ou soit on ne l'a pas planifié, et là on va être très susceptible aux facteurs de séduction. Ou soit on n'a aussi pas ou peu fait de recherche d'informations sur le produit que l'on achète, et là c'est le degré d'implication qui va nous différencier. Et puis aussi, notre paire de chaussures affiche notre identité, par exemple, puisqu'on va dire que acheter Louboutin ou Gémeaux ne révélera pas probablement la même façon de vivre. Alors, il y a 2 choses qui vont faire l'objet de cette chronique. D'abord, l'achat. En fait, l'achat de vêtements, dans les recherches qui ont pu être faites au cours, en sciences humaines en tout cas, acheter, c'est séduire. En fait, Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, écrivait il y a 50 ans que dans nos sociétés, comme dans celles étudiées par les anthropologues, l'habillement s'inscrit dans un ensemble plus vaste, celui des techniques du corps. Cette idée conduit à ne pas isoler le vêtement comme poste de la consommation. Soins esthétiques et pratiques sportives sont, dans une certaine mesure, indissociables de l'habillement. En fait, il faut considérer tout ce qui concourt à la transformation globale de l'apparence physique. Le souci de l'apparence fait acheter. Ceux chez qui la préoccupation esthétique existe ont un fort budget d'habillement. La minorité des plus dépensiers est composée de ceux qui portent une grande attention à leur apparence extérieure. J'ai par ailleurs trouvé 2 grands types d'enquêtes qui concernent la sociologie ou la psychologie en termes de domaine de recherche. Et d'un point de vue opérationnel, ce sera plutôt le marketing qui s'y mêle. La grande question concernant la relation entre les femmes et les chaussures. On notera que, on n'est pas une femme, a priori, si on n'a pas au moins 5 paires de chaussures différentes dans son dressing. On va se demander si Arthur est transgenre à la fin de la chronique. Et la seconde question, c'est la relation entre les femmes et les vêtements. En tout cas, les économistes connaissent une loi, celle du plaisir de maintenant, qui vaut davantage que le plaisir plus tard. L'être humain est sensible à un grand nombre d'indices de qualité reproductive, parmi lesquels la richesse et le statut figurent en bonne place. L'accumulation de biens mobiliers ou immobiliers augmente la probabilité de séduire des partenaires. En 2009, le professeur Daniel Kruger de l'Université du Michigan, chercheur en psychologie, affirme qu'il faut remonter à l'âge des cavernes, à l'ère des chasseurs-cueilleurs, quand les femmes se chargeaient de la cueillette et les hommes de la chasse. Que nous dit-il ? Encore un cliché. Les aptitudes et les comportements très utiles pour la chasse et la cueillette dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs se manifestent encore dans notre société de consommation moderne. Il assure que la femme actuelle, qui court les boutiques de mode pour trouver la bonne affaire, reproduit inconsciemment le comportement de sa lointaine ancêtre à la recherche de racines comestibles. Comme celle-ci, elle retourne régulièrement sur les lieux où elle sait faire une bonne récolte pour apporter une nourriture saine. La dame de jadis étudiait attentivement la couleur, la texture et l'odeur. Ouais, mais est-ce que les loups-boutins, c'est digeste ? J'ai pas entendu ta remarque. Est-ce que les loups-boutins, c'est digeste ? Laisse-moi aller jusqu'au bout. Et sa consoeur moderne consacre autant d'attention au choix des caractéristiques d'un tissu. L'homme n'agissait pas ainsi. Généralement, en partant du domicile pour un achat, il a déjà une idée précise en tête, il se rue dans le magasin, repère à l'avance, achète et revient à la maison. Un peu comme l'homme des cavernes, qui partait à la chasse, tuait la bête et s'empressait de la reporter avant qu'elle ne pourrisse. Bref. Pour précision, Daniel Kruger adopte le point de vue de la psychologie évolutionnaire, ou le courant évolutionniste, discipline consistant à analyser la cognition et le comportement des humains au prisme des hypothèses darwiniennes sur l'évolution. Donc c'est un courant de recherche à part entière. Alors, pour la deuxième partie de cette chronique, je vais vous parler des facteurs qui sont généralement à l'origine du phénomène. On va avoir un petit problème de temps. Je pense qu'il va falloir que tu fasses la suite la prochaine fois, à moins que ce soit très court. Si vous voulez. Tu peux nous faire... Je vous la fais la prochaine fois ? Allez, la prochaine fois, c'est au printemps. Alors du coup, je vous laisse écouter un petit tube sympathique. Shakira,
Shantae. Et avant, on va laisser un petit mot d'Arthur qui a l'air choqué. Après cette chronique, à aller retrouver le 8 minutes avec Camille Berthéraud l'année dernière sur les stéréotypes de genre. Je détaillerai Merci, la Arthur. prochaine fois. Merci. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Ah, j'ai des... Ah ouais. Mais oui, mais en plus, tu m'as dit No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara.